Retour de l'AFC pour la deuxième partie avec nos invités, Jean-Claude Voumine, qui est plutôt fondateur, pas co, mais fondateur de l'association Foot Solidaire. Bonsoir ou rebonsoir Jean-Claude. Bonsoir José. Il y a Jean-Claude Agboibo, qui est togolais et cofondateur et président de Leading Youth Sport Development. Bonsoir. Bonsoir José. Vous êtes togolais, vous vivez en Côte d'Ivoire. À Abidjan, exactement. À Abidjan. Et puis nous avons notre éditorialiste, M. Noureddine Sali, qui revient de congé. Pas très bronzé, mais il est heureux quand même, malgré tout. Bonsoir José, bonsoir à tous. La question de l'AFC, quel sport qui se classe après le football sur le continent? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. Est-on justement à la fin de la crise dans le football togolais? C'est le dossier du magazine. Il y a quelques jours, des élections à la Fédération togolaise de football. Les préparatifs vont bon train. 3 listes sont retenues pour sortir le football de ce marasme et cette longue léthargie au Togo. Pour les observateurs, les enjeux de ce congrès électif sont très importants, plutôt, vu la crise que traverse la discipline depuis 2014. Le dossier avec Birama Saounera. L'élection du nouveau bureau de la Fédération togolaise de football aura lieu le 13 février 2016. Au total, ce sont 4 listes qui ont été enregistrées par le comité de normalisation au terme du délai fixé par le dépôt des candidatures le 24 janvier 2016. Il s'agit des listes conduites respectivement par le colonel Guy Akpovi, l'homme d'affaires Germain Ouonan, le député Zerson Dobou et l'entraîneur Oulfade Adekami. Cependant, la liste de l'ancien international togolais Oulfade Adekami a été rejetée dimanche par l'instance dirigeante du ballon rond au Togo. Il était dit dans le texte que tous les candidats allaient être parrainés par des clubs ou des ligues qui sont membres de la fédération. Malheureusement, la liste d'Adekami, tous ceux qui sont sur la liste ont été parrainés plutôt par des clubs sous la juridiction des ligues. Et donc, ce qui ne rentre pas, si vous voulez, dans les critères de sélection, c'est pourquoi, fondamentalement, cette liste a été rejetée. À part cela, il y avait eu également une condition concernant le lieu de résidence. Il fallait fournir un certificat de résidence, savoir que vous résidez évidemment. Depuis novembre 2014, le football togolais est sous la tutelle d'un comité de normalisation. En cause, une crise de leadership. Ce congrès électif du 13 février permettra de mettre cette discipline sportive sur de nouvelles bases et permettre au football togolais de renaître de ses cendres. Les dirigeants du futur comité exécutif sont attendus sur plusieurs sentiers. Il y a plus d'1 an, on va le dire. Il n'y a pas de championnat sur le plan local et les joueurs sont laissés à l'abandon. Aucune compétition de jeunes n'est organisée et cela commence par durer. Donc il est temps que les acteurs de ce football-là puissent permettre aux jeunes qui ont choisi de faire de ce sport-là leur métier, de vivre de cela. C'est véritablement ça l'enjeu des élections qui se profilent à l'horizon. L'élection du nouveau bureau de la Fédération togolaise de football a connu plusieurs reports. Selon les membres du comité de normalisation, tout est fin prêt pour la tenue du scrutin le 13 février 2016. La prochaine Fédération togolaise de football sera élue pour un mandat de 4 ans. Oui, voilà, donc nous allons maintenant faire le point sur, pas le championnat togolais, parce que ce championnat était au point mort depuis quelque temps, mais nous allons surtout parler du championnat béninois en ce moment, ce championnat le football béninois aussi, qui traverse une belle petite crise. Alors nous allons voir le tableau, si vous voulez bien, donc du championnat béninois, voilà. Pour l'instant, c'est Avankou Omnisport qui est en tête, avec Parc qui est en tête, mais c'est un championnat qui s'est arrêté depuis 2015, précisément le 26 août 2015, avec Avankou Omnisport qui était en tête du championnat avec 19 points. Pour l'instant, ça va mal. Alors, prochainement, lundi prochain, nous aurons avec nous Alphonse Magobé Onjo, qui est un ancien professionnel béninois et qui aura beaucoup de choses à nous dire sur ce football que, je vous l'ai dit, est en pleine crise. Alors, nous allons revenir sur le Togo Noureddine. Oui. Ça devrait s'arranger, parce que les élections auront lieu le 13 février. Donc, il y aura un nouveau président élu pour 4 ans, comme on le disait dans le sujet. Ça commence à faire long pour le football togolais, un football qui nous a représenté il n'y a pas longtemps dans une grande manifestation qui est la Coupe du Monde, rappelez-vous. Donc, depuis pratiquement 1 an, voire 1 an et demi, que le football est au point mort et le football est en crise. La FIFA s'est mêlée ces derniers temps en mettant à la tête de ce comité de normalisation l'ancien ministre
parce que tout le staff, toute la fédération, pour malveillance ou bien malversation, mauvaise gestion, tout le monde a été démis de ses fonctions. On a essayé de restructurer dans des nouveaux statuts qui dataient quand même les dernières depuis 2008. Mon ami, peut-être il est basketteur, mais peut-être il suit quand même un petit peu de ce qui se passe dans l'ancien. Exactement, c'est ce qui se passe dans son pays. Donc on a retenu les 3 listes pour les élections du 13 en écartant en quelque sorte une liste qui était menée par un ancien footballeur. On sait très bien que tous les footballeurs en quelque sorte ils ont banni, ils ont essayé de repousser, de rejeter tout ce qui se passe au sein de cette, parce que c'est une sphère en quelque sorte. On essaye et on espère que le football togolais reprend le cours du jeu. Il essaie au moins de retrouver le championnat qui est au point mort. On a essayé nous il faut s'arrêter là. On a essayé de reprendre le championnat, mais tout de suite a été avorté. Donc on espère que le football reprendra son cours. Voilà, 3 listes ensemble pour la reconstruction, nouvel élan, et puis il y a une autre liste qui s'appelle la solution. Vous qui êtes togolais, comment vivez-vous ça, cet handicap du football togolais en ce moment? C'est triste, mais j'ose espérer que ça va s'arranger. La personne qui a été nommée pour s'occuper du dossier, c'est un oncle et c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est une très bonne personne et je lui souhaite, on s'est rencontrés il y a Lomé il y a un mois, donc je lui souhaite de réussir dans sa mission. C'est des personnes que je connais, mais le problème au Togo, je pense que c'est le problème de beaucoup de pays en Afrique. Là aujourd'hui au Togo c'est criant parce qu'il n'y a pas de championnat. Mais si vous voulez développer le sport en Afrique, si vous voulez développer le football, chaque année, on ne peut pas avoir des champions différents, un club qui existe pendant 3 ans et puis qui va couler parce qu'il n'a plus les moyens. Donc c'est toute l'industrie qui est à revoir, toute l'industrie du football qui est à revoir, avoir des clubs un peu plus solides, des centres de formation, des compétitions pour les jeunes, comme l'a dit Stephen Lavon. Donc moi, c'est quelque chose qui m'inquiète, mais pas uniquement pour le Togo. Là, c'est criant au Togo, mais c'est le problème un peu partout. Dans tous les pays, les championnats ne sont pas solides. Il n'y a pas longtemps sur le camp. Voilà. Élection le 13, et nous allons attendre le 13. Et si vous prenez l'exemple du TP Mazembe, qui est un peu plus solide, on voit que chaque année, ils sont champions, ils peuvent participer aux compétitions africaines, ils ont un centre de formation maintenant. C'est ce genre de modèle sur lequel il faut s'appuyer. Nous allons nous tourner maintenant vers M. Jean-Claude Voumine. Jean-Claude, vous faites beaucoup de choses sur le continent. Alors expliquez-nous ce que vous faites exactement. Écoutez, nous, depuis 15 ans, on travaille sur la protection des jeunes footballeurs africains, justement, et tous ces thèmes-là me touchent un peu. Quand je vois des fédérations en difficulté, ça veut dire des enfants qui n'ont pas de compétition de jeunes et tout ça, c'est un peu dramatique. Et là, en décembre dernier, on a organisé une conférence internationale à Dakar, justement, sur le thème de la protection des enfants, des jeunes footballeurs. Donc, si l'Afrique aujourd'hui veut redresser son football, il va falloir développer au niveau local, parce que cette question des enfants qui partent chaque année, un exode aveugle, un exode sauvage, c'est toujours parce qu'il n'y a pas des choses bien structurées, il n'y a pas de politique. Vous les protégez en quelque sorte avec votre fondation Foot Solidaire. Nous allons voir d'ailleurs le logo et puis quelques images. Allez-y Jean-Claude. Donc la conférence de Dakar qui s'est tenue les 7 et 8 décembre dernier était intéressante parce que pour la première fois on a réussi à mettre ensemble, effectivement, on a réussi à mettre ensemble les autorités politiques, les gens de la CAF, le président Issa Hayatou qui nous a apporté vraiment son soutien, des gens de la FIFA, les Nations Unies, de l'UNESCO, le Bureau international du travail et l'Organisation pour les migrations. On a vraiment réuni tout un parterre d'organisations internationales et régionales pour dire qu'aujourd'hui, il faut prendre le sport un peu plus au sérieux dans les pays africains. Il y avait le président de la fédération sénégalaise, Augustin Senghor, qui nous a vraiment appuyé dans cet événement. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le fin mot, ça a été de dire pour que nos enfants cessent de partir à l'aventure, avec tous ces gens-là qui viennent, qui trafiquent des enfants, qui les envoient aux 4 coins du monde dans des conditions difficiles, il faut qu'on arrive déjà à offrir sur place de meilleures conditions d'entraînement, d'éducation, de protection. Et on sait également que tous les enfants, les chiffres sont très clairs, il y a 15 000 enfants mineurs qui partent d'Afrique chaque année pour essayer de trouver un contrat en Europe ou en Asie. 70% seulement se retrouvent réussi à traverser la Méditerranée, sans compter ceux qui sont au Maroc, dans les pays du Maghreb, et qui végètent et qui sont dans la difficulté. 1 500 000 enfants s'entraînent en Afrique de l'Ouest dans les académies. Tous ces enfants-là ne partiront pas en Europe, même si on leur souhaite tout le bonheur du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'au niveau local, les fédérations, avec les gouvernements, ensemble, puissent commencer à travailler sur des véritables stratégies
pour développer le sport au niveau local et que les pays africains, les États, les pouvoirs publics comprennent que le sport peut être un vrai facteur pour donner du travail aux enfants, de l'emploi, créer un vrai professionnalisme et pas des professionnalismes de façade où les gens se servent au lieu de servir le football. Ok. Alors justement, Jean-Claude, je vous arrête parce que nous allons écouter Jimmy Adjoviboko qui était notre invité, qui s'occupe de Diambars. Je crois que vous êtes en concurrence. Écoutez d'abord. On n'est pas en concurrence, mais en tout cas, c'est une organisation qui fait un travail excellent. C'est pas un rival? Oh, pas du tout. D'accord. Nous allons l'écouter et après on revient vers vous. Alors, on recrute les jeunes à l'âge de 13 ans. Le recrutement se fait uniquement sur des critères sportifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et on a souvent des jeunes en rupture totale ou partielle de scolarité. Notre objectif, c'est de leur permettre de réussir leur projet de vie. Et leur projet de vie, pour certains, c'est de devenir footballeur professionnel. Ils voudraient tous devenir footballeurs professionnels, mais peu y parviendront. Par contre, l'objectif, c'est que tous réussissent leur vie. Et je vais vous donner un exemple. L'an dernier, il y a une promotion qui s'est retrouvée à avoir de mauvaises notes. Saher leur a dit que sans travail à l'école, ils ne joueraient plus. Ils ne l'ont pas cru. Il a stoppé de manière catégorique pendant 3 mois l'entraînement de toute la promotion. Et au bout de 3 mois, ils se sont aperçus effectivement qu'on ne rigolait pas parce que, en fait, on sait, les parents nous confient des enfants à qui on doit transmettre un savoir, une formation footballistique, professionnelle, mais aussi un suivi scolaire, une formation académique. Et ça, on ne rigole pas avec ça. Avant de retrouver Jean-Claude Noureddine et Jean-Luc en 2 mots, que pensez-vous de l'action de Jean-Claude pour protéger en quelque sorte, il protège? Plutôt, l'action de Jean-Claude s'inscrit plutôt dans le social, de voir un petit peu l'utilité de la formation, on va dire, pour essayer de garder au moins ces mineurs qui sont en train d'être éparpillés un petit peu dans le monde. Par contre, l'action on le sait très bien, c'est plutôt professionnel de formation. Quand on parle de Jimmy, quand on parle de Patrick Vieira et de Bernard Lama, c'est des trucs qui sont vraiment structurés, dessinés avec une certaine, on va dire, ils ciblent leurs joueurs avant une présélection. Par contre, Jean-Claude, c'est plutôt dans l'aspect un petit peu global et social. Jean-Luc, vous avez le sentiment pas de faire le même travail parce que là, vous êtes là pour produire, si je me permets, des basketteurs, vous. Pas produire des basketteurs. Parce que vous n'allez pas les garder au Togo s'ils sont très bons. L'idée aujourd'hui, au bout de 3 ans, on a vu à peu près 4000 jeunes. On en a 7 qui ont fait des camps NBA. On ne va pas développer, mais surtout faire un parallèle. C'est pour faire le parallèle. On veut garder les jeunes sur le continent avant tout. Certains partiront, donc il faut les protéger. Il faut créer des structures pour eux. Donc on travaille avec les mêmes partenaires aujourd'hui, l'UNESCO, l'OIM. Comment faire en sorte de créer cet environnement, cette industrie pour que nos jeunes puissent s'épanouir chez eux et rester sur le continent. À Dakar, vous avez l'impression que vous avez été entendu justement au cours de cette conférence? Tout à fait. J'étais vraiment heureux parce qu'on a eu la confédération, il y avait une dizaine de personnes de la CAF qui étaient là. On avait la fédération sénégalaise, la Ligue et la FIFA qui est venu redire ce qui se passe en termes de règlement. On avait également un candidat à la FIFA, Jérôme Champagne, qui est passé pour nous expliquer, parce que moi j'étais assez intéressé de savoir, au cas où il serait élu à la FIFA, qu'est-ce qu'il fera pour les jeunes footballeurs africains. Parce qu'il faut également dire aujourd'hui qu'il y a un vrai problème d'inégalité entre l'Europe du football et l'Afrique. L'Europe attire tous les talents, ils gagnent beaucoup plus d'argent sur nos joueurs, on ne récupère qu'une infime partie. Donc aujourd'hui, il faut que les Africains aussi arrivent à un moment donné à dire aux Européens de reverser un tout petit peu pour la formation des enfants en Afrique et que nos fédérations se lancent dans cette bataille. Et moi, j'expliquais justement aux membres de la CAF qui étaient là en disant qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. C'est que même s'il y a ce trafic d'enfants, l'exode des enfants, c'est également parce qu'au niveau de la FIFA, l'Afrique n'est pas toujours entendue, mais il faut beaucoup plus de moyens. Jean-Claude, ce sont de belles paroles. Effectivement, j'espère qu'ils seront suivis des faits. Alors, il y a la SEC Mimosa aussi qui fait un gros boulot. Il y a aussi du côté de la Tunisie, du Maroc. Nous allons voir quelques images. La SEC Mimosa et Diambars qui sont les plus connus donc, sur le continent. Nous allons voir quelques images justement. Est-ce que vous approuvez leur action? Est-ce que vous êtes appelé à intervenir justement auprès de ces organismes? Effectivement, déjà au niveau du Sénégal, on a rencontré une belle initiative du Dakar Sacré-Cœur, qui est une académie, qui fait un concept assez innovant, c'est-à-dire qu'au lieu de garder les enfants dans des centres de formation, ils font du sport loisir.
ils mettent en place des infrastructures, des terrains synthétiques pour que le maximum d'enfants puissent jouer au football. Parce que moi, je pense que les limites des académies aujourd'hui en Afrique, c'est qu'une académie, c'est quoi? C'est 50 à 100 gamins qui sont encadrés. Et le reste, à côté, ne peut pas intervenir, ne peut pas être suivi. Donc, il faut aujourd'hui avoir des structures qui font du football pour tous, avec de meilleures installations sportives. C'est ce qu'on a besoin en Afrique. Moi, je ne suis même pas convaincu qu'on puisse continuer à développer les académies à l'européenne, parce que les enfants africains ne sont pas habitués à rester enfermés dans des chambres, mais à vivre avec leur famille, à vivre au plein air. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on redéveloppe ce qui se faisait bien avant, en football pour tous, mais en apportant des compétences, en formant des éducateurs et en mettant en place des installations sportives, notamment des terrains synthétiques. Il y a un gros problème en Afrique aujourd'hui, c'est que dans les grandes capitales africaines, il n'y a plus de terrain de foot parce qu'on construit partout. Vous allez voir, à Yaoundé, à Abidjan, vous ne trouverez plus de terrain de football. Les enfants ne jouent plus dans la rue comme ça se faisait avant parce que les gens construisent n'importe comment, on ne pense pas à la jeunesse. Et même dans les rues, avant, on jouait dans la rue. À l'époque, il y a 25-30 ans, moi j'ai joué dans la rue. Aujourd'hui, il y a une circulation, tout le monde a un véhicule. On ne peut plus jouer dans la rue, dans les quartiers. Donc les enfants sont à la maison, ils ne font rien. Donc je pense que le système d'académie, et je pense encore à ce club de Dakar Sacré-Cœur qui fait un travail excellent, d'ouvrir au maximum d'enfants possible, et je pense que là, les talents sortiront d'eux-mêmes. Jean-Luc, un dernier mot parce que vous allez nous quitter. Donc, votre ambition, c'est de réussir bien sûr au Togo, c'est d'ouvrir aussi une fondation du côté de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. On va se lancer en Côte d'Ivoire. Mais l'idée aujourd'hui, comme le dit Jean-Claude, c'est qu'on essaie d'aller un peu plus loin. On a commencé à travailler avec une dizaine d'éducateurs. Aujourd'hui, on en a formé 25 au Togo et 25 au Bénin. En Côte d'Ivoire, on veut en former une centaine. Donc, on discute avec la fédération actuellement, donc avec la NBA. Donc, on a l'expert qui va venir à Abidjan d'ici quelques mois pour lancer le projet à Abidjan. Je suis un ancien basketteur. On vous invitera. Je ne peux que défendre votre initiative. Et on rêve de faire un grand tournoi en décembre avec 8 pays. Donc, on est en train d'en discuter. J'espère que même si je ne suis pas là, mais nous aurons des images. On invitera Africa 24, bien sûr. Pas de problème. Nous allons terminer avec quelques images concernant votre fondation aussi, mon cher Jean-Claude. Avant de terminer cette partie d'émission, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs nombreux en Afrique qui nous regardent, qui nous écoutent? On a un projet intéressant. Vous avez un pays particulier à qui vous voulez vous adresser? Moi je suis africain avant tout. Je suis africain, on a fait des conférences au Mali, à Bamako, là au Sénégal, à Yaoundé, etc. Je pense qu'il me sent africain avant tout. Aujourd'hui, il faut qu'on défende un peu plus nos enfants. Si on veut développer le football professionnel chez nous en Afrique, il faut qu'on conserve nos enfants. Nous avons un projet intéressant de mettre en place des centres d'information parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut avant tout, c'est que les parents et les enfants aient l'information. Qu'est-ce qui se passe réellement en Europe dans un club professionnel? Et c'est ce projet de centre d'information que nous sommes en train de développer, un au Sénégal et un autre au Cameroun. Et d'ailleurs, le centre d'information de Dakar qu'on a surnommé, qui s'appelle Centre d'information Claude Leroy, et le centre d'information Issa Yatou qui se mettra à Yaoundé, ce sont nos deux grands projets aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se mobiliser pour le sport, développer le sport dans les pays, parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, le chômage de la jeunesse. Si on réussit à professionnaliser le football, on aura des clubs professionnels qui vont donner de l'emploi aux joueurs, aux footballeurs, aux éducateurs. Ça va créer une ambiance, ça va ramener des sponsors. Si on ne forme pas les enfants, les bons joueurs, on n'a pas de bons spectacles, on n'a pas de spectateurs au stade, on n'a donc pas de sponsors, et ça fait un cercle vicieux. Donc il faut aujourd'hui qu'en Afrique, on réussisse à travailler à un niveau professionnel, au niveau de la promotion du sport, parce que l'écart avec l'Europe continue de s'agrandir. Merci Jean-Claude, qui a toujours tenu de belles paroles lorsqu'il vient sur le plateau d'Africa 24. Merci. Restez avec nous pour la troisième partie. Merci, José. On se retrouve tout à l'heure pour parler de football européen. Mais vous allez voir, nous irons à Kigali. Je ne vous dis pas plus. Vous allez voir ce qui se passe à Kigali, au Rwanda. À tout de suite.